Trigano, Stellantis, Michelin, Samsung, LVMH. C'est la fin. Donc, le top 5, c'est terminé. Vous avez la liste présentement. Vous pouvez vous arrêter là. D'accord? Et pour le reste, bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Je sais que vous adorez les top 5. Généralement, ce sont les vidéos les plus vues sur la chaîne. OK? Plus vue n'est pas synonyme ici de plus importante. Vous connaissez à peu près quel type de vidéo moi je préfère sur cette chaîne-ci. OK? Donc, ceux qui ont cliqué sur cette vidéo aussi pour le top 5, vous l'avez. Vous pouvez vous arrêter là. OK? Maintenant, je vais rester avec les faiseurs de choses. Ceux qui sont là pour apprendre quelque chose. OK? Parce que sur le top 5, on apprend strictement rien du tout. Je vous le dis, on n'apprend rien du tout. D'accord? So, vous avez le top 5. Vous pouvez nous laisser entre nous, les faiseurs de choses. Merci. Maintenant, vous savez qu'à chaque top 5, j'aime bien présenter ici une analyse concurrentielle. Et je rappelle une chose, on va parler de l'analyse concurrentielle ici, et j'aurai à peu près une annonce ici à faire par rapport à ces analyses concurrentielles, parce que je n'aime pas parler dans le vide. Donc, on va étudier aujourd'hui le secteur de la distribution de produits de grande consommation. D'accord, on va le dire comme ça. Des biens de consommation. Donc, c'est généralement ici consommation durable, c'est consumer staple. Vous allez mettre ça ici. OK? C'est de la grande distribution de manière générale. Donc, ça inclut quoi? Vous avez des entités comme... pas des entités, mais vous avez les distributeurs de produits alimentaires, les grossistes comme Cisco. OK? Ticker symbole comme celle-ci. OK? Je sais que certains vont dire, oui, mais c'est un top 5 franco-français, mais pourquoi est-ce que tu parles d'entité américaine? Je parle donc de concurrence. La concurrence ici de la vente au détail aux États-Unis n'est pas très différente par rapport à la France. L'environnement concurrentiel est généralement le même. Les forces en présence sont généralement les mêmes et vous allez vous en rendre compte. Merci. Maintenant, vous avez distribution alimentaire, vous pouvez mettre du Cisco. Vous avez de la vente au détail, des produits alimentaires. En majorité, parce que selon la classification du GIC maintenant, ça dépend du produit que vous vendez. Le GIC, G-I-C-S. Allez voir ce que ça... Allez voir, vous pouvez à peu près cliquer sur Internet et rechercher ce que ça veut dire. OK? Donc, ensuite, vous avez ici, là, comme je le mentionnais tantôt, la vente au détail de produits alimentaires. Par exemple, ici, vous avez des compagnies comme Kroger, d'accord, essentiellement qu'on appelle des grocery stores. On peut également mettre Walmart ici, mais Walmart va plutôt être dans le secteur ici, pas le secteur, mais dans l'industrie ici du commerce de détail de biens de consommation courante, parce que c'est un mix des deux. Donc, c'est un peu comme un hybride, OK? Donc, on vend à peu près, dans Walmart, vous allez retrouver quoi? Des déodorants ou du savon, du dentifrice, des choses que vous allez avoir tendance à racheter toutes les semaines. Bref, donc, OK? Et ensuite, vous avez les vendeurs de médicaments, pas les vendeurs de médicaments, les détaillants de médicaments dans les pharmacies comme, comment on appelle encore cette compagnie-là, comme Walgreens. OK? Donc voilà à peu près les 4 industries en présence ici. Donc quand on parle de 4 industries en présence, on les classe dans l'industrie du commerce de détail de biens de consommation courante. C'est une industrie à part entière. Et dans cette industrie-là, il y a 4 sous-industries. Parce que je sais que vous pouvez souvent être mêlé entre industrie, secteur. Non, le secteur ici, c'est le secteur ici de la consommation, des biens de consommation courante. Donc, consumer staple. Vous pouvez également l'appeler ici la consommation durable. Vous pouvez également l'appeler ici la consommation non cyclique. C'est consumer staple. Et dans consumer staple, vous avez plusieurs industries. Et dans certaines industries, vous avez plusieurs sous-industries. Chacune vient avec ses particularités. Au niveau de l'analyse, ça peut parfois être les mêmes, OK? Parce que comme je dis toujours, dépendamment du secteur, dépendamment de l'industrie, il y a un certain type de questions à poser, OK? Donc, si on est dans ce secteur d'activité, je vous ai à peu près montré, donc on devrait avoir 4 éléments ici, 4 études concernant ici l'environnement concurrentiel, OK? Selon les 5 forces de porteurs. J'en ai déjà parlé. Si vous avez raté la vidéo concernant les 5 forces de porteurs, vous tapez juste Top Invest porteur, vous allez retrouver cette vidéo où je présentais ici les 5 forces. Pourquoi est-ce que c'est important? Comme je le dis toujours, et je le répète encore une fois, c'est bien de savoir, c'est une entreprise de qualité, mais la qualité, pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une compagnie de qualité? Ne me parlez pas de marge. Qu'est-ce qui la rend spéciale? Qu'est-ce qui lui permet de générer des flux de trésorerie stables et croissants, des marges de plus en plus élevées? C'est quoi? C'est quoi cet élément en présence? Donc, pour à peu près identifier cet élément en présence-là, parce que le mot, il y en a à peu près 5 ici. Et low cost producer, j'en ai déjà parlé également ici. Comment on appelle encore ça? Je peux taper mot
On va retrouver. Voilà. Les 5 types d'avantages concurrentiels. La vidéo, elle est là. Ça fait 2 ans que la vidéo est sur la chaîne. Ok. Cette année, cette fameuse vidéo, il a fallu que je la remette encore sur la page principale ici, à l'onglet communauté, pour qu'elle soit vue à nouveau. Mais c'est une vidéo importante. Et puis d'ailleurs, je ne sais même pas si je l'ai mis dans une watchlist. C'est une vidéo très, très importante. Je le dis toujours ici. Quand une vidéo est importante, je préfère vous la mentionner. Donc, je l'ajoute ici dans les notes d'analyse. De toute façon, les notes d'analyse, ce sont enfin, c'est écrit une note d'analyse ici, mais ce sont généralement les vidéos que moi, je préfère sur la chaîne. Des choses où quand je prends la peine de lire sur les entités ici, je vais pas l'abandonner ici. Je ne vais pas les mettre ici sur la chaîne de manière générale sans les mettre dans un dossier bien particulier parce que je peux faire des centaines de vidéos par jour. Et ça, quantitativement, c'est facile pour moi. Parce que je sais que... c'est facile parce que j'en ai l'habitude. Donc, 5 types d'avantages concurrentiels, vous pouvez les identifier ici. Mais maintenant, quand vous voulez étudier un avantage concurrentiel, la particularité d'un avantage concurrentiel ici, vous devez étudier vous devez regarder l'entreprise du point de vue de ses concurrents, du point de vue de ses fournisseurs, du point de vue ici de ses clients. D'accord? Concurrents, fournisseurs, clients. OK? Hormis prendre également en considération des éléments perturbateurs comme les produits de substitution ou bien les services de substitution ou bien encore ici la menace de nouveaux entrants. Enfin, les deux vont souvent ensemble. OK? Enfin, menace de nouveaux entrants, c'est peut-être la facilité avec laquelle un concurrent pourrait arriver sur le marché. OK? Donc, c'est important à étudier. Tout ce qui concerne le prix, PER, machin, truc, on peut en faire à l'appel. Mais comme vous pouvez le voir ici, quand on parle de LVMH, d'aucuns n'ont jamais pris la peine de se poser la question de savoir comment est-ce que LVMH distribue son produit. OK? Et tout le monde, enfin, je ne dis pas que c'est ça le problème, hein, mais parfois les gens sont surpris, posent, c'est une compagnie de qualité, mais ça veut dire quoi, compagnie de qualité? Tout le monde en parle, mais c'est quoi la particularité? D'accord? Bref. Revenons donc à notre analyse concurrentielle. Je sais que j'en ai perdu plus d'un ici, parce que généralement, quand on présente ce type de vidéo-là, je peux vous montrer pourquoi est-ce que je vous ai donné le liste des entreprises au début. Tout simplement parce que quand tu fais une vidéo de 36 minutes qui te demande peut-être 1 heure de temps à préparer, etc., tu auras à peu près quoi? 18% de vues? Enfin, sur les 6000 personnes ici, on a à peu près, disons, 20%, 1200 qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et cette partie, c'est la partie où j'ai présenté le nom des entreprises. Point. Vous voyez, ça dure quoi? Entre 30 et 34, donc 5 minutes, grosso modo. Et ça, c'est parce que j'ai même trop bavardé, parce que la liste, en fait, ça me prend 30 secondes. D'accord? Même pas 30 secondes, je vous l'ai présenté dès le début. OK? Et donc, la partie qui était importante, selon moi, qui concernait ici l'analyse concurrentielle, personne n'a pris pas une grande majorité ne l'a regardé. Peut-être que ma façon de narrer n'est pas idéale, mais comme je l'ai dit ici, on est là pour reprendre les éléments en substance. Et ce sont les informations qui devraient vous intéresser. OK? Pas le ton du narrateur. Je sais que parfois, ça peut être désagréable, ça peut être un plus, mais voilà. Je n'ai pas ce plus-là. Moi, mon plus, c'est de faire le travail derrière. OK? De rechercher les informations. Donc, c'était la partie la plus importante. Ici, je pense qu'on parlait de l'environnement. On parlait ici de l'environnement concurrentiel dans le secteur ici de l'aérospatiale et de la défense. OK? En supplément de ça, le top 5 concernait essentiellement ce type d'entreprise-là. Donc, on va aller dans le secteur l'industrie du commerce de détail de biens de consommation courante. OK? Donc, on y va. La menace de nouveaux entrants. L'entrée sur ce marché nécessite des investissements colossaux pour construire un réseau de distribution, développer une marque forte et rivaliser sur les prix avec les mastodontes existants. La taille ici est très importante. Levez-vous un matin et essayez de concurrencer Carrefour. Même si vous pensez que les marges sont très peu élevées, etc., allez-y, regardez, essayez de concurrencer Carrefour. Ça ne va pas être facile pour vous. Donc, il faut une certaine taille, il faut une certaine masse critique. Donc, il faut ouvrir des magasins, il faut avoir un réseau de distribution 5 étoiles. Et c'est le plus important. On ne parle jamais de logistique dans le secteur de la grande distribution. Pourtant, c'est le problème des entités comme AAP, Advance Auto Parts. Oui, c'est le problème de l'entité. Et oui, vous pouvez le voir enfin, pas que vous pouvez le voir, c'est une question d'habitude. Bref, c'est le problème d'AAP. C'est à cause de son réseau de distribution qu'elle se retrouve dans ce problème parce qu'il est inefficient. Or, c'est quelque chose qu'on peut complètement copier. D'accord? Au lieu de ça, elle s'est permis de verser des dividendes, etc. Bref, revenons ici. Donc, vous constatez que la menace de nouveaux entrants ici, pour moi, elle est faible. OK? Il faut énormément d'argent pour rentrer sur ce marché-là de manière efficace.
Vous pouvez avoir... Parce que ouvrir un magasin, c'est facile. OK? Mais une chaîne de magasins dans la grande distribution, ah, les amis, il faut se lever très tôt. Walmart, Target, Costco, je prends des exemples nord-américains ici, mais comme je l'ai dit, vous pouvez répliquer cela. La même chose en Europe, ok? Regardez les entités qui sont chez vous, soit si tu es suisse, si tu es canadien, si tu es français, ou bien, voilà, francophone de manière générale, dépendamment de ton pays. Check à peu près, va dans la rue, regarde des entités qui ont pignon sur rue dans le secteur ici de la grande distribution et pose-toi les bonnes questions et essaye de se poser la question de savoir, est-ce que ce que Thierry a dit présentement, est-ce qu'il a raison? Donc, ici, dans ces entreprises-là bénéficient d'économies d'échelle considérables. Donc, un nouvel entrant aurait du mal à atteindre une masse critique pour être rentable. Vous pouvez certainement rentrer sur le marché, mais pour atteindre la masse critique qui vous permet d'être rentable, ça va pas être aussi évident. Donc, de plus, la saturation géographique joue en faveur des acteurs établis avec une présence massive sur le territoire. Il laisse peu de chance à de nouveaux magasins. Même les modèles de magasins à bas prix comme Dollar Général et Dollar Tree. On en parle, Dollar Général et Dollar Tree? J'ai fait une vidéo sur Dollar Général dernièrement. Je pense que les problèmes de Dollar Général sont à peu près les mêmes sur Dollar Tree. Et vous avez vu que ça peut être quelque chose de lié, ça peut être lié à l'industrie même, à cette sous-industrie. Ils se concentrent essentiellement ici sur les produits à bas prix. Mais également, leurs clients finaux ici sont également les moins nantis. Ce qui pourrait être un problème. En supplément de ça, vous avez la concurrence de Walmart, Target et Temu, même Amazon, qui sont rendus compte que ce marché-là, même à bas coût, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Donc la concurrence est de plus en plus intense. Ils en parlent. Tout est dans les conférences call, les amis. OK? La vidéo sur Dollar Général existe sur la chaîne. Ça peut être intéressant quantitativement, Dollar Tree. Mais alors, est-ce que c'est un bon investissement? Point d'interrogation. Donc, même les modèles de magasins à bas prix comme Dollar Général ou Dollar Tree ont atteint une échelle telle qu'il est difficile de les déloger. OK? Donc, ensuite, le pouvoir de négociation des fournisseurs, ces entités-là, elles achètent bien le produit chez des fournisseurs qui peuvent être Coca-Cola, Procter & Gamble ou bien même des petites entités. OK? Donc, les fournisseurs, qu'il s'agisse de géants de l'agroalimentaire, de fabricants de produits d'entretien ou de marques de cosmétiques, sont souvent dans une position de dépendance vis-à-vis des grands distributeurs. D'accord? L'Oréal dépend de qui? Estée Lauder dépend de qui? Procter & Gamble dépend de qui? Coca-Cola dépend de qui? Pepsi dépend de qui? Donc, ces derniers, en concentrant une part importante des ventes, peuvent imposer leurs conditions en matière de prix, de délai de paiement ou de référencement. Et je l'ai déjà dit ici, dans le secteur de la grande distribution, le fait que les entités, très souvent, le fait que, par exemple, comment on appelle ça, Amazon ou bien Walmart ait un current ratio négatif est un avantage concurrentiel. Donc, on va vous dire, oui, mais il faut que le current ratio soit au moins égal à 1 ou supérieur à 1. Sinon, l'entité ici ne pourra pas rembourser ses obligations à court terme. C'est oui et non. Comme dans tout ici, vous allez voir qu'il y a des nuances. C'est pour ça, ici, je vous dis toujours, il n'y a pas de formule magique. Les gens veulent souvent savoir, c'est quoi? Quels sont les critères pour faire du screening? Il n'y a aucun critère pour faire le screening. Moi, je screen avec uniquement la capitalisation boursière et ça commence et ça s'arrête là. Maintenant, en développant vos compétences en comptabilité, d'accord, ainsi qu'en analyse, en analyse fondamentale de manière générale, ça vous permettra ici de pouvoir savoir, dépendamment du secteur de l'industrie ici, quels sont les éléments que vous devez aller regarder rapidement. OK? Donc, moi, les marges suffisent, mais ce n'est pas parce qu'une entité a 1% de marge qu'elle n'est pas forcément bonne. Non, il faut que ce soit 10% ou... Non, pas du tout. McKesson, AmerisourceBergen et... McKesson, Cencora, parce que c'est le nouveau nom d'AmerisourceBergen, et Cardinal Health ont des marges. Allez voir les marges de ces entités-là et posez-vous la question de savoir, mais comment est-ce qu'elles font pour générer autant de cash? La taille, la masse critique, les amis. Et c'est ça leur avantage concurrentiel. Bref, revenons à nos moutons. Le fait qu'on ait à peu près, le fait qu'on soit le fait qu'on soit assez gros nous permet ici de négocier des prix ainsi que nos délais de paiement. Et on peut étendre ici nos délais de paiement. On peut par exemple récupérer la marchandise, la vendre avant de rembourser le fournisseur. Et comme je l'ai dit ici, on tourne essentiellement, c'est le fournisseur qui nous finance, ce qui est un avantage. OK? Donc,
On continue. On peut également dire ici que la menace de déréférencement ou de changement de fournisseur plane en permanence, incitant les fournisseurs à la prudence. Si Coca-Cola n'arrive pas à proposer des prix intéressants, par exemple pour Carrefour, bah on coupe Coca-Cola dans tous nos magasins, c'est tout. Et je pense que c'est déjà arrivé. Je ne sais pas si c'était Coca-Cola ou bien une autre marque ici, mais posez-vous la question de savoir Carrefour, bien Coca-Cola représente quoi en termes de pourcentage pour ces entités-là. C'est important, mais ce sont des entités internationales, donc voilà, elles savent que on a également des clients fidèles, donc techniquement, c'est quelque chose de temporaire. Ensuite, en période d'inflation, ils peuvent même se retrouver contraints d'absorber une partie des hausses de coûts pour préserver leurs relations commerciales. Ça, c'est surtout parce que c'est toujours par rapport aux fournisseurs. Donc, les grands distributeurs ici les grands détaillants ont un pouvoir de négociation énorme sur les fournisseurs. Mais attention, ça dépend des fournisseurs. On va se dire ici que à ce niveau-ci, on s'entend que c'est toujours important d'aller regarder à peu près, voilà, quand j'ai une entité comme L'Oréal ou bien comme Estée Lauder, c'est toujours intéressant d'aller regarder notre réseau de distribution afin de voir s'il y a un grand distributeur ici qui représente une grosse partie ici de notre clientèle. C'est comme Nike. Foot Lockers représentait une grosse partie ici par rapport à la distribution de leurs produits. Ils ont coupé les ponts pour vendre en direct. Ils se sont rendus compte que la vente en direct, c'est un autre business. Et donc, ils sont revenus sur Foot Locker. Et en temps, Foot Locker également a souffert. Et ils se sont rendus compte que on était trop dépendant à Nike. Et donc, ce serait bien ici qu'on s'oriente également vers d'autres fournisseurs ici de produits. Okay? Et donc, elle a diversifié ou bien augmenté ici le nombre de produits disponibles ici venant d'autres fabricants ici de chaussures de sport ou bien de produits pour le sport, etc. OK? Donc, vous voyez, on arrive à faire des connexions dépendamment des secteurs d'activité, dépendamment aussi des sous-industries. OK? Ensuite, le pouvoir de négociation des clients. Vous, en tant que client, quand vous allez dans la grande distribution, est-ce que vous avez un pouvoir de négociation? Bien sûr que vous connaissez la réponse. Bien sûr que non. Individuellement, le consommateur a peu de poids face aux géants de la distribution. Son pouvoir de négociation est limité, même s'il peut choisir de se tourner vers la concurrence ou de boycotter certains produits. Cependant, le développement des réseaux sociaux et des plateformes de consommateurs offre de nouveaux moyens de pression. Les bad buzz, les appels au boycott ou les campagnes de sensibilisation peuvent ternir l'image d'une marque et influencer ses ventes. Les distributeurs doivent donc être attentifs à cette nouvelle dynamique et soigner leur réputation. Ensuite, la menace de substituts. La montée en puissance de l'e-commerce symbolisée par Amazon bouleverse les habitudes de consommation. La commodité des achats en ligne, la rapidité de livraison et l'accès à une offre quasi illimitée de produits constituent une sérieuse menace pour les magasins physiques. De nouveaux modèles d'affaires comme les abonnements de kits de repas ou les services de livraison à domicile grignotent également des parts de marché. Les acteurs traditionnels doivent s'adapter en développant leur propre offre en ligne, en proposant des services complémentaires ou en misant sur l'expérience en magasin. L'intensité de la concurrence. La concurrence est féroce dans le secteur de la distribution de biens de consommation courante. Les acteurs se livrent une bataille sans merci sur les prix, la variété de l'offre, la qualité des produits et l'expérience client. Les hypermarchés, les supermarchés, les magasins spécialisés et les purs players en ligne se disputent les faveurs des consommateurs. La capacité à innover, à se différencier et à offrir une expérience omnicanale fluide et essentielle pour sortir du lot. Et donc, une fois que vous avez tous ces éléments-là concernant l'environnement, l'étude concurrentielle, vous devez vous poser la question, quelles sont les implications stratégiques pour l'entreprise qui m'intéresse en date d'aujourd'hui? OK? Quelles sont donc les implications stratégiques pour les acteurs de la grande distribution? Et ici, je ne vais pas tout lire, d'accord? Donc, pour faire face à la menace de nouveaux entrants, qu'est-ce qu'il faut? Renforcer les barrières à l'entrée en continuant d'investir massivement dans la logistique, les réseaux de distribution et les économies, investir dans les économies d'échelle, voilà. Plus vous renforcez ici votre présence, votre réseau de distribution, ça vous permet ici de dégager des économies d'échelle parce que vous atteignez à peu près une masse critique. OK? Développer des programmes de fidélité attractifs pour verrouiller la clientèle. Si vous avez une entreprise ici dans la grande distribution qui n'a pas de programme de fidélité, elle est en retard. Ensuite, innover constamment pour garder une longueur d'avance sur d'éventuels nouveaux concurrents. C'est comme dernièrement ici, je regardais, vous savez, la compagnie qui s'appelait SES Imagotag, j'ai oublié son nom, je pense que c'est Vision Group maintenant. C'est une compagnie française qui vend à peu près ici des étiquettes ici, je pense que c'est du électronique, comme ça, voilà. Parce que vous savez que
J'adore ces vidéos. C'est pas possible, ça. Donc, vous vous rendez compte que quand vous arrivez dans un magasin, si vous avez déjà eu un magasin, la première ligne de dépense, c'est quoi? Le personnel. Et donc ici, il faut que ce personnel travaille de manière efficiente. Et donc, si vous avez quelqu'un qui doit passer dans tous les rayons, généralement pour voir si le produit est encore, s'il y a encore assez de produits, ou bien quand les prix changent, parce que les concurrents ne donnent pas. Donc, il faut être proactif au niveau de la tarification. OK? Et donc, vous imaginez que c'est une perte de temps. Et donc, avec Vision Group vient vous dire, OK, c'est simple. Nous, on te met une étiquette électronique. Tu peux changer le prix à partir de ton ordinateur, tac, tac, tac. Et qu'importe le jour, la nuit, ça ne demande rien du tout. OK? Tout est automatisé. Et en supplément de ça, quand la marchandise manque déjà dans les rayons, tu as une alerte. Sans compter cela, on peut également te montrer quels sont les éléments qui sont les plus intéressants. Enfin, quand un client arrive devant le rayon ici, où est-ce que son regard se porte généralement en premier? Ce qui te permet de voir ici quels sont les produits qui fonctionnent de plus en plus. D'accord? Et donc, ils ont des datas. C'est le business de target, les datas. Et donc, Vision Group, c'est avoir des produits pareils, c'est de l'innovation. Je suis allé dans un magasin ici à Montréal, on l'appelle généralement pour ceux qui viennent du Canada. C'est le magasin, ça s'appelle quoi encore? Métro. C'est pas le métro, hein, c'est le magasin qui s'appelle Métro. Donc le magasin Métro, je me suis rendu compte qu'ils ont encore des étiquettes en papier. Et je voyais quelqu'un mettre les étiquettes à la main, dire que mais c'est pas possible, innover. C'est une perte de temps. Surtout que à l'entrée, qu'est-ce qu'il y avait? Une offre d'emploi. Parce que ils n'arrivent pas à trouver des employés. Donc, non seulement ils sont déjà... Il y a un manque au niveau des employés. Encore, ces employés, il faut les qualifier parce que ce n'est pas parce qu'on est dans la grande distribution et que c'est un produit, voilà, c'est... Comment on dit ça? Le travail semble ne pas être facile, mais il faut former le personnel. OK? Et donc, on est déjà on est déjà en sous-effectif et en supplément de ça, on se permet de ne pas être efficient. Peut-être s'ils avaient investi dans le type de produit vendu ici par Vision Group, ok, je ne sais pas, peut-être que c'est déjà en test dans d'autres magasins, parce que quand je vais dans les magasins Maxi, c'est déjà en test. Donc, s'ils avaient investi dessus, ils auraient peut-être eu besoin de moins de personnel. La personne qui est censée ici mettre les étiquettes serait en train de remplir les étalages. Oh, j'adore ce type de vidéo, les amis. J'espère que vous avez compris. Des likes, ok? Donc, on continue ici. Pour contrer la menace de produits de substitution, il faut adopter une stratégie omnicanal intégrant magasin physique, e-commerce et application mobile. Si votre magasin actuel n'a pas d'application mobile, n'a pas de magasin physique, n'a pas de magasin physique, ou bien n'a pas de plateforme e-commerce ici, elle est très en retard. Élargir l'offre de services. Donc, dans les magasins, vous pouvez manger. Il y a du pressing, pour avoir des pressings, la billetterie parfois. Donc, il faut investir pour se différencier. D'accord? Développer des gammes de produits locaux, bio, éthiques, ou bien éthiques, pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Donc, par exemple, dans les magasins, parfois, je crois, ici au Québec, il y a des produits venant d'ici. D'accord? Et c'est bien mentionné. Ce qui veut dire que si quelqu'un sait qu'en achetant ce produit, je soutiens l'agriculture locale. Et vous serez étonné que les consommateurs aiment ça. C'est quelque chose d'important pour eux. OK? Donc, pour s'adapter au pouvoir de négociation accru des clients, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre en place une politique de prix transparente et compétitive, ce qui veut dire que les prix doivent être visibles par tous. C'est-à-dire que vous devez également être au courant de ce que vos compétiteurs proposent afin de vous ajuster en conséquence très rapidement. Il me souvient d'une politique de prix de Walmart ici qui vous mentionnait que si vous trouvez moins cher ailleurs, venez avec l'étiquette, on vous fixe le même prix. C'est simple. Donc, j'achète mon produit à $5 à Walmart. Je me rends compte que dans le magasin d'à côté, ça coûte $2. Je reviens à Walmart. Je dis, OK, ça coûte $2 là-bas. C'est $5 ici. Comment on fait? On te rembourse le $3 de différence. C'est comme ça. D'accord? Ça permet de fidéliser la clientèle. Et je vous ai mentionné quoi tout à l'heure? Les programmes de fidélité sont très, très, très importants. Investir dans l'expérience client en magasin et en ligne. Ça, c'est normal, c'est la base. D'accord? Donc, il faut peut-être l'expérience client. Quand on parle d'expérience client, ce n'est pas simplement ici les vendeurs, ou bien pas les vendeurs, mais les employés de magasins qui sont agréables, etc. Non, ça passe également par la rénovation des magasins, la fluidité ici de l'achalandage, ce genre de choses-là. Même l'odeur joue, la musique. Vous pensez que vous vous êtes jamais rendu compte que les musiques des magasins c'est souvent assez différent? Je parle bien des magasins, je ne parle pas ici du centre commercial où on peut mettre de la musique. La musique ambiante ici, c'est un gros business. OK? On vous appelle justement les musiques d'ascenseur. Il faut aller taper sur YouTube, c'est quoi les musiques d'ascenseur? D'où est-ce que ça vient? À qui est-ce que ça appartient?
Ah, c'est trop puissant cette affaire-là, les amis. Bref, ensuite, parce que vous vous êtes jamais rendu compte qu'il y a des magasins, quand vous rentrez, vous avez envie de tout visiter. Enfin, ça parle pas de musique ici, mais dans les Ikea, vous vous êtes jamais posé la question pourquoi est-ce que c'était comme une chasse au trésor? C'est le modèle d'affaires. Vous venez pour acheter un lit, vous ressortez ici avec une table basse, c'est pas moi, un meuble télé, parce que ça vous a plu, c'est bien présenté, et ça, c'est toujours mieux présenté dans le magasin, n'est-ce pas? Parce que quand vous achetez la totalité, vous mettez chez vous, ce n'est peut-être pas la même chose. Bref, c'est également cette expérience client-là vous permet ici de pouvoir booster les ventes. Donc, pour gérer le pouvoir de négociation des fournisseurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Diversifier les sources d'approvisionnement pour réduire la dépendance. Vérifiez toujours ici si vous avez un magasin qui dépend d'un seul fournisseur, parce que ce n'est pas bien. Développer des partenariats stratégiques avec certains fournisseurs clés. C'est comme quand on parle ici de Foot Locker. C'est bien ici, Foot Locker, ils dépendaient uniquement de Nike. Mais si derrière ça, ils avaient développé un partenariat stratégique pour vendre uniquement les nouveaux produits de Nike, ou bien des produits en exclusivité ici de Nike, ou bien de New Balance, ça aurait été plus intéressant. Okay? Tout en diversifiant ici sur d'autres produits, avec d'autres fournisseurs. Donc Adidas, Puma, etc. On est déjà à plus de 26 minutes, les amis. J'espère qu'on a au moins, en date d'aujourd'hui, au moins 6000 likes. Je n'en sais rien parce que je ne sais pas. C'est que ce type de vidéo vous plaît généralement. Donc, on continue ici. Voilà. Investis dans les marques de distributeurs pour augmenter les marges. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que dans les magasins dans lesquels vous arrivez ici, à côté, par exemple, d'un Coca-Cola, vous allez voir le Cola-Cola. Cola-Cola, ici, ça peut être une marque du magasin. Ça permet ici de booster les marges. OK? Très souvent, par exemple, pour ceux qui vont au Dollarama ici, c'est très commun. Par exemple, en France, peut-être que c'est dans les carrefours ici, allez-y voir les marques ici appartenant au magasin. Et vous allez voir que très souvent, c'est à côté des produits très vendus. OK? On a les datas. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas copier les autres? Donc, pour faire face à l'intensité concurrentielle, il faut se diversifier par l'innovation et la qualité des services, optimiser les coûts pour rester compétitif sur les prix, développer les offres exclusives et des produits à marque propre, OK? Ainsi que investir dans la formation des employés pour améliorer l'accueil client. Donc, vous avez l'implication stratégique, OK? Mais vous avez également l'étude concurrentielle. Vous me demandez quoi en supplément? C'est gratuit. Et vu que je n'aime pas perdre mon temps, d'accord? Mon temps est important, aussi important que le vôtre. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas des top 5 où on vous présente uniquement l'entreprise. C'est sous-évalué, machin. Je fais ça tous les jours, OK? Et donc, les analyses concurrentielles seront disponibles à présent en majorité dans la top newsletter, en description de la vidéo. Vous arrivez sur cette page, en bas de page, c'est la top newsletter. Avant, vous vous rappelez, je partageais ici des analyses sectorielles que vous retrouvez uniquement ici. Vous pouvez également retrouver certaines analyses sectorielles sur YouTube, de temps en temps. OK, c'est juste pour vous donner un avant-goût. Ces analyses sectorielles vous permettent de prendre connaissance ici des thématiques du moment. Qu'est-ce qui pourrait influencer positivement ou négativement les entités que je possède? OK? Donc, vous pouvez aller regarder les anciennes, etc. Allez-y voir à peu près l'évolution. Donc, vous les retrouvez uniquement ici. Et avant cela, c'était uniquement disponible dans la Top Newsletter et c'était gratuit. Maintenant, ce n'est plus gratuit. Les analyses concurrentielles. Et excusez-moi, mais si vous avez accès à aux analyses sectorielles, ça vient avec les analyses concurrentielles. Ne vous inquiétez pas déjà, parce que si je lis ici sur le secteur de la chimie, obligatoirement, je vais faire une analyse concurrentielle. OK? Donc, à ce niveau, vous allez retrouver uniquement la partie analyse concurrentielle selon les 5 forces de porteur. Comme ça, vous pourrez garder tous ces, ou bien les imprimer et les mettre et les garder précieusement. Parce que ce service les analyses concurrentielles ne seront pas gratuites pendant très longtemps. D'accord? J'en prévois publier au moins 52 semaines, sur un an. Après ça, on verra. OK? Donc, uniquement les analyses concurrentielles dans la top newsletter. Je ne vous raconte pas ma vie, je vais directement droit au but. Analyse concurrentielle et peut-être parfois implication stratégique, ça dépend. Ça, c'est si je suis en forme ou pas. OK? Donc, je mettrai ça à ces niveaux uniquement là. OK? Comme ça, personne ne perdra son temps. Je saurai qu'en vous envoyant la top newsletter, vous recevez énormément de valeur que vous pouvez appliquer dans vos processus d'analyse. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir déterminer la qualité, même la durabilité de l'avantage concurrentiel. D'accord? Donc,
Tout ceci est inclus à ce niveau-là. Et comme je l'ai mentionné, à partir de la semaine prochaine. Et pendant que vous êtes avec moi, je mentionne également que le prix du pack du débutant va changer. Dès vendredi, quand on dit vendredi, c'est vendredi à minuit, le prix aura changé. Dans le pack du débutant, vous avez quoi? Vous avez ici comment analyser un rapport financier, comment lire les états financiers et maîtriser les rates, comment analyser une rate. OK? Et je rappelle que chacun de ces éléments vient avec une masterclass. OK? Et donc, vous avez également ici une rencontre par mois afin de pouvoir vérifier, afin de pouvoir ici poser des questions. Parce que comment lire les rapports, je ne parle pas des états financiers, c'est ici, mais les rapports financiers, quelles sont les questions de manière générale qu'on pose quand on regarde une entreprise lambda? Parce qu'après, il y a des particularités, c'est la raison pour laquelle le programme d'accompagnement existe. Dans le programme d'accompagnement, ici, vous avez plusieurs formations thématiques sur tous les secteurs d'activité. On a des checklists ainsi que la pratique derrière. OK? Et ça tombe bien, on recommence cette semaine. OK? Donc, vous pouvez également les prendre de manière individuelle. Je suis mon propre sponsor, permettez-moi de parler comme ça. OK? Donc, vous pouvez également les prendre de manière individuelle, mais je mentionne que pour ceci, vous avez quoi? C'est moins de la moitié du prix de manière générale. Donc, je vais changer le prix dès vendredi. OK? Donc, vous avez tout cela. En supplément de ça, je ne peux pas vous laisser comme ça, vous savez. Et donc, je vais vous présenter le top 5 supplémentaire. Et donc, on peut me rajouter des entreprises comme Capgemini, Amundi. Et je rappelle que Amundi, je vous ai dit sur une précédente vidéo que Amundi doit faire une concurrence par les prix avec la venue ici des entités comme BlackRock sur le marché français. Ils doivent faire une concurrence par les prix. Et les prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les frais de gestion vont diminuer. C'est le cas maintenant. Dernièrement, on a publié une nouvelle ici selon laquelle Amundi lance un ETF MSCI USA avec des frais de gestion de 0,03%. Le même MSCI USA appartenant à iShare, OK, a des frais de gestion de 0,07%. Maintenant, je ne sais pas si c'est éligible au PEA ou quoi que ce soit, mais cet ETF-ci a généralement une très belle performance dans le temps. Je me rappelle que je pense que c'est à peu près 10% par là. Et donc, excusez-moi, ce que je mentionnais tantôt, le fait que Amundi n'aura pas le choix que de faire une concurrence par les prix. Maintenant, est-ce que ça aura un impact sur les marges? C'est quelque chose qu'on va observer sur les mois à venir. OK? Mais je l'avais déjà mentionné ici. Je ne suis pas fou. OK? Et je pense qu'il avait déjà fait tantôt avec le MSCI World, un truc comme ça. Ils ont baissé les frais de gestion. C'est tant mieux pour les particuliers. OK? Tant mieux pour les particuliers. Mais maintenant, pour les investisseurs que nous sommes sur Amundi, qu'est-ce que cela implique? Donc, je vais avoir tendance à regarder. C'est une bonne décision par rapport à Amundi. Elle n'avait pas le choix d'ailleurs de le faire. Donc, ça prouve que Amundi, pendant très longtemps, s'est sucré sur le dos des petits porteurs. Comme vous. Avec les tarifs exorbitants. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas baissé les prix depuis? Tout simplement parce qu'ils étaient en situation de monopole. Et maintenant, ça a changé. OK? Les choses ont changé. Donc, il va falloir s'adapter. Mais maintenant, en s'adaptant ainsi, même si ils ont assez peu un bon réseau de distribution, est-ce qu'au niveau des marges, ça ne va pas se répercuter? OK? Donc, il faudrait regarder, peut-être l'entreprise va devenir de plus en plus efficiente. C'est la raison pour laquelle Amundi semble être sous-évalué ici. Il faut prêter attention à l'évolution des marges dans le futur. Là, c'est une bonne décision parce qu'elle n'avait pas d'ailleurs, comme je l'ai dit, le choix. Mais maintenant, j'espère que ça va suivre avec des encours sur gestion de plus en plus élevés. Et comme je l'ai mentionné ici, Amundi peut compter sur son réseau de distribution. Ensuite, les réseaux de distribution, ça peut être également certains influenceurs. Je pense même que ça ne m'étonnerait pas qu'Amundi rémunère certains influenceurs pour parler uniquement des produits Amundi. OK? Comme Trade Republic le fait, ou bien je ne sais pas quel autre... Voilà, comment on appelle ça? Je vois bientôt, on parle beaucoup du broker Shares. Les amis, le meilleur broker, c'est IBKR, point barre. Il peut être assez complexe ici, ne vous cassez pas la tête. C'est comme vouloir acheter un nouvel... comment on appelle ça? Prendre ici un screener à, je sais pas moi, 10, 15, 20 $, alors que c'est gratuit avec Coifin. Parfois, c'est l'information qui vous manque, les amis. Et cette information-là, ça vous coûte cher. Votre ignorance vous fait perdre de l'argent. OK? Donc, faites ce que vous voulez maintenant avec. Mais Zone Bourse, j'aime bien Zone Bourse, je mentionne ici. Donc, on revient sur notre top 5 supplémentaire. On rajouterait ici Euronext. Même tendance. Euronext, j'adore Euronext. Thales également, je pourrais même rajouter du Safran, Sanofi, Publicis, Vicat, Total Énergie. Donc, vous avez le top, je ne sais pas combien, ok,
Vous prenez toutes ces entreprises-là, vous faites ce que vous voulez avec. OK? Comme je l'ai mentionné ici, le plus important, c'était l'étude concurrentielle ici dans le secteur ici de la distribution de produits, dans le secteur ici de la distribution ici, la vente au détail ici de produits de consommation courante, on va le dire comme ça. OK? Ou bien de biens de consommation courante. Donc, vous avez tous ces éléments-là. Maintenant, ce que je vous demande de faire, après avoir regardé cette vidéo, c'est d'aller regarder. Si une entreprise qui vous intéresse dans le secteur de la grande distribution, posez-vous les questions de savoir comment est-ce qu'elle se comporte vis-à-vis de ses clients. Est-ce qu'elle a un pouvoir de négociation? Est-ce qu'elle a un pouvoir de négociation vis-à-vis de ses fournisseurs? Par rapport à l'environnement concurrentiel, est-ce qu'elle est omnicanal? Est-ce qu'elle a un programme de fidélité? Etc., etc. Je vous ai donné les implications stratégiques, vous avez les éléments derrière. Donc, ne me dites pas maintenant que vous n'arrivez pas... Enfin, ne me dites pas... Maintenant, pour pouvoir retenir et que ça devienne à peu près une carte mentale, s'il vous plaît, appliquez cela. C'est gratuit. Appliquez cela. Et n'oubliez pas, pour les prochains, c'est la top newsletter. Vous allez retrouver les analyses concurrentielles. Profitez-en. Et comme je le dis toujours ici, les premiers ont toujours les meilleurs prix. Je le mentionne toujours. OK? Donc, vous allez rentrer à l'intérieur, vous allez profiter de l'étude concurrentielle ici et n'oubliez pas qu'une fois que ça sera derrière un paywall, le prix ici sera moins avantageux que ceux qui s'abonnent déjà dès aujourd'hui dans le service Top Premium Plus. OK? Et donc, le pack du débutant, le prix va complètement changer, je le mentionne, à la fin ce vendredi, donc le vendredi 9, pas 9, mais le vendredi 6 septembre. D'accord? Le vendredi 6 septembre, c'est demain. Donc, si tu regardes cette vidéo le lundi, je ne sais pas quand, c'est terminé. Mais je pense que le pack est toujours il est toujours présent. D'accord? Et le pack sera toujours avantageux par rapport aux trois formations incluses, sauf qu'il coûtera plus cher. D'accord? C'était ma promotion à ce niveau-là. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'étude concurrentielle ici. Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu rajouter certains éléments? Vous qui travaillez dans la grande distribution, qu'est-ce que j'ai dit ici qui semble incohérent par rapport à ce que vous vivez sur le terrain? Parce que vous également, vous pouvez être de très bons analystes parce que vous êtes sur le terrain. D'accord? Donc, moi, je suis également là pour apprendre, et en particulier sur les industries. OK? Et je sais une chose, c'est bien de faire de l'analyse fondamentale, etc. Mais l'analyse fondamentale, les gens pensent que ça se limite aux chiffres. Non. D'accord? C'est ça une analyse fondamentale. C'est ce que je viens de faire à ce niveau-ci. OK? C'est ça une analyse fondamentale. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez retrouver ici l'étude ici du secteur d'activité dans le service Top Premium Plus. Et n'oubliez pas, ce vendredi, deadline pour le pack du débutant, changement de prix. Merci, au revoir.